Bonjour à tous, merci de cette invitation. Et effectivement, on va parler de la douleur comme un nouveau droit humain, en faisant quelques détours par la pathologie gynéco et puis obstétricale, mais prise comme un exemple. J'ai été frappé ce printemps dans le Figaro, au mois d'avril, de ces témoignages avec, au moment de pousser, la sage-femme m'a interdit de crier car ça la déconcentrait. La sage-femme m'a dit que c'était la peur de l'acte qui m'avait fait hurler, pas la douleur. Julie hurlait, il me tenait, ils m'ont attaché les pieds, ils me gueulaient dessus en me disant que ce n'était plus possible, que j'ai mal. Et puis enfin, alors que je lui demandais d'attendre 1 minute avant de piquer, l'anesthésiste m'a dit « Madame, maintenant vous vous taisez, sinon vous accoucherez sans péridurale ». Donc on voit que chacun en prend pour son grade en fait, hein, un élément qui semble complètement fou, quoi. On est tous d'accord que la santé, c'est un droit humain. La santé, c'est un droit humain. Peut-être que maintenant, il faut passer sur le fait que la douleur, c'est un droit humain. Alors, les Américains ont pu montrer que les chirurgiens qui étaient rudes, qui étaient méchants avec les patients de manière générale, étaient aussi ceux qui avaient le plus fort taux de complications. Bon, ça peut paraître évident pour beaucoup. Cette partie de douleur démarrant comme un droit, ça a démarré en 1957 pour nous, de manière un peu plus moderne, lorsque le pape Pie XII a eu une saisine de l'Association mondiale d'anesthésie qui lui disait finalement on a un souci parce que maintenant on a accès à la péridurale, donc les femmes peuvent accoucher sans douleur avec cette péridurale, mais pour des raisons religieuses, tu accoucheras dans la douleur, certaines ne veulent pas. Et voilà. Donc question qui était posée au pape sur le caractère licite ou pas de cette péridurale. Et cette question finalement a suivi son chemin, elle a conduit pour le pape au Vatican à faire une distinction entre les traitements ordinaires et les traitements extraordinaires, et en disant finalement qu'on pouvait tout à fait soulager la douleur, même si cela pouvait abréger de quelques jours la vie des personnes. Et c'est allé finalement assez loin en remettant en cause le dogme de la notion de rédemption par cette douleur. Juste une petite note, moi j'ai une amie, Ruth Landau, qui est anesthésiste obstétrique et qui est nièce de rabbin, et qui dit que dans la Bible, c'est pas du tout ce qui est dit. Le mot hébreu, c'est tsar. C'est pas douleur. Et tsar, c'est l'attention grave de l'acte que tu es en train de vivre. Rien à voir, exactement. Et dans la traduction de la Bible en anglais, ça n'est pas « you will deliver in pain », c'est « you will deliver in sorrow ». Sorrow, c'est de la peine ou c'est presque du chagrin. En tout cas, c'est une notion de responsabilité. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir, peut-être pour des questions politiques, que l'on a rajouté une dimension doloriste. Donc finalement, on a compris qu'on passe d'une approche compassionnelle de la douleur à une exigence de ne pas souffrir. Parce que traiter la douleur, ça n'est pas pour le médecin une simple gentillesse, c'est bien un devoir, c'est bien une obligation. Et à partir du moment où c'est une obligation, ça devient un droit pour les patients et donc un devoir pour les soignants. Et si le traitement de la douleur, c'est un devoir pour les soignants, on peut rajouter encore une couche en disant que on passe d'une logique de tu dois traiter la douleur pour le bien de du patient, mais aussi tu te dois, parce que si je ne fais pas ça, si je ne traite pas de manière efficace le patient, j'ai manqué à une espèce de serment que je me suis auto-donné moi-même, quoi. Alors bien sûr, quand on voit ces deux joggeurs, le premier qui dit « no pain, no gain », et qu'il faut pouvoir souffrir pour pouvoir avancer. Et celui qui est assis, il dit « no pain, no pain », hein, il n'a pas l'air plus malheureux avec son Coca-Cola à boire. Et c'est vrai que cette question de douleur, ça pousse sur des éléments finalement qui sont assez profonds de ce qu'on peut faire. Peut-être que parce que pendant longtemps, la douleur, elle était inévitable et que l'on a donc bien dû lui trouver une forme de justification, et donc une justification d'essence divine, et après c'est fini, parce qu'on s'est tellement auto-justifié qu'on a cru nous-mêmes à notre propre bobard, quoi. Mais j'aime bien le no pain, no pain. C'est tellement ancré en nous qu'il y a des éléments qui nous ont empêchés d'avancer, même sur un plan scientifique. J'étais assez intéressé par ce papier dans le British Medical Journal, qui était l'amputation sans douleur, histoire d'une découverte qui n'a pas été faite.
On sait que dans les cas d'ischémie sensitivo-motrice, si jamais j'établis un garrot sur un membre pendant plus de 2 heures, il va y avoir une ischémie sensitivo-motrice et donc le chirurgien napoléonien aurait pu amputer le membre, j'ose pas dire sans douleur, mais avec une douleur minimale. Et cette conjonction entre, on sait que si on met un garrot trop longtemps, il y a une ischémie sensitivo-motrice, et de ne pas s'en servir lors d'une amputation, la connexion n'a pas été faite dans l'esprit des soignants. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir amputer un membre sur les champs de bataille, c'était quelque chose qui était terrible pour les patients, pour les soignés bien sûr, mais qui était terrible pour les soignants aussi. On considère qu'un chirurgien napoléonien devait pouvoir scier un membre en 3 coups. 1, 2, 3. Si jamais il n'a pas mis suffisamment de force, eh ben, il faut qu'il s'y reprenne 4, 5, et donc il va rallonger le geste douloureux. S'il met trop de force, il va éclater le fût de la diaphyse ubérale ou fémorale et donc donner des complications encore plus. Donc on imagine bien le chirurgien qui est complètement tourné vers la partie d'aller le plus vite possible pour limiter le stress d'intensité douloureuse au patient. Et on comprend que comme il ne pense que à aller vite, il ne peut pas imaginer qu'il pourrait aller doucement en mettant un garrot, faisant une ischémie sensitive-motrice, et puis voilà. Mais ça, c'est des histoires de guerre napoléonienne. C'est il y a plusieurs siècles, ça n'a plus rien à voir pour nous, etc. Ou pas. Aïe, chute. Petit dessin de Fatima, 12 ans, qui est marqué dans le programme de lutte contre la douleur. Et Serge Perrault a cité les plans de lutte. On était dans le plan de lutte 1 contre la douleur. Et accompagnant ça, il y avait 2 petites vignettes cliniques que je me permets de vous remettre ici. Cas clinique numéro 1. Mathieu, 4 ans, présente une plaie du bras après une chute. L'interne qui l'examine aux urgences décide de suturer la plaie. 4 points sont nécessaires. Pour ne pas augmenter la détresse de Mathieu, il n'utilise pas d'anesthésie locale, car l'infiltration préalable nécessite au moins 2 injections autour de la plaie. Les parents sont invités à attendre dehors. Dès le premier point, Mathieu se met à pleurer et s'agiter massivement. La contention simple étant insuffisante, il faudra que les soignants et l'infirmière se couchent sur l'enfant pour réaliser le soin en 20 minutes. La mère de Mathieu rapportera des cauchemars fréquents la semaine suivante. 3 épisodes énurétiques seront également observés durant cette période. Mathieu était propre depuis 2 ans. 2 semaines après la suture, Mathieu présente une otite aiguë. Une consultation ORL est décidée. Dès l'entrée de l'hôpital, l'enfant manifeste son opposition et son anxiété, qui vont décupler lorsque le médecin ORL essaye d'examiner son tympan. Une deuxième fois, la contention massive est utilisée. La maman décrira les mêmes troubles que ceux observés après la suture avec des troubles de l'alimentation surajoutés. Donc finalement, c'est une authentique manifestation de stress post-traumatique et ça peut arriver très très vite, 4 ans, quoi. Deuxième cas clinique. Alors bien sûr, c'est un peu... tout est horrible et tout est beau, mais quand même, c'est possible. Julie, 5 ans, doit aussi être suturée après une chute de vélo. L'infirmière qui l'accueille lui présente et lui explique durant 5 minutes le masque et le ballon qu'elle a utilisé lors de la suture. Julie, en présence de ses parents, inhale le méopa. Au bout de 3 minutes, l'interne réalise son infiltration locale, puis les 5 points de suture. En l'espace de 5 minutes, aucune contention n'a été nécessaire. Julie a juste présenté un mouvement de retrait du bras lors du premier point. Sa maman lui a chanté sa chanson préférée durant tout le soin. Aucune perturbation n'est notée dans les jours suivant cet épisode. C'est pas que de la science-fiction, c'est pas que du conte de fées, c'est possible. Et finalement, le paradoxe absolu, c'est que c'est plus facile de faire bien que de faire mal. Et pourquoi on continue à faire mal alors ? Faire mal, faire pas bien, quoi. Et dans ce premier programme de lutte contre la douleur, finalement, il y avait 5 objectifs. Et je vous rassure, les 5 objectifs n'ont pas été remplis. Ils n'ont pas été remplis parce qu'ils ne peuvent pas être remplis. Parce qu'ils ont vocation à toujours être améliorés encore plus. Associer les usagers pour une meilleure formation, ça, c'est un idéal qui ne peut pas être rempli. On doit toujours faire plus. Améliorer l'accès du patient souffrant de douleur grâce à des structures spécialisées. Améliorer l'information et la formation des personnels. Prévoir des programmes de prise en charge de la douleur et renforcer le rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur provoquée. Et on voit bien qu'on est dans une forme de démarche continue d'amélioration des soins. Et Serge Perrault nous a très bien rappelé que ce programme est continu et ne peut pas s'arrêter. On doit toujours pouvoir faire mieux que ce que l'on pouvait faire auparavant.
Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on a un traitement insuffisant de cette douleur? C'est quand même assez perturbant. Peut-être parce qu'on a peur des effets indésirables de la morphine et des opiacés. Et vous savez très bien, quand on utilise et qu'on monitore l'utilisation des opioïdes à la fin de la vie, en fin de vie, eh ben, on se rend compte qu'à chaque fois on a peur. On dit oui, mais ça ne va pas du tout, ça, parce que on a un risque d'avoir un double effet lié à la morphine. Double effet, je vais donner un traitement qui va être suffisant pour la morphine, mais en même temps, avec un double effet, ça risque d'entraîner une dépression respiratoire. Double effet. La théorie du double effet, elle n'existe pas en médecine. La théorie du double effet, c'est une question théologique qui a été formalisée par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui répondait à la question de la légitime défense. Et il disait, rien n'empêche qu'un même acte, se maintenir en vie, puisse avoir un double effet. Le premier, qui est direct, voulu, bon, je me maintiens en vie. Le deuxième effet, qui est indirect, qui n'est pas voulu et qui est mauvais, qui est de tuer mon agresseur. Dans la légitime défense, le même acte a automatiquement les deux effets. Dans la partie de la morphine, ce n'est pas vrai que le même acte, donner de la morphine, à la fois soulage et à la fois entraîne une dépression respiratoire. La dépression respiratoire liée à la morphine, c'est un effet secondaire indésirable. Ça n'est pas un double effet. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça double effet? On appelle ça double effet parce que saint Thomas d'Aquin a théorisé la théorie du double effet. Saint Thomas d'Aquin est un saint, donc la théorie du double effet est sainte. Ce qui veut dire que si je ne veux pas traiter le patient de manière suffisante, je ne le traite pas, parce que je dis attention, je risque la dépression respiratoire. Ou si à l'opposé, je veux tuer le malade, je veux buter le malade, eh bien, je vais faire une surdose de morphine, et ce n'est pas moi qui l'ai tué, moi j'ai suivi ce que saint Thomas d'Aquin a dit. La théorie du double effet n'a aucune relevance, n'a aucune pertinence en médecine. La dépression respiratoire, c'est un effet secondaire indésirable. Il y a un index thérapeutique très élevé entre la dose qui est nécessaire pour pouvoir soulager et la dose qui est nécessaire ou voulue pour entraîner une dépression respiratoire. La théorie du double effet n'existe pas. Parce que sinon, si on commence à imaginer qu'elle existe, elle existe pour la pénicilline aussi, parce que la pénicilline, elle peut traiter la pneumonie et en même temps, elle peut faire un choc anaphylactique mortel. Ça, c'est du double effet réel, quoi. Non, le choc anaphylactique à la pénicilline, c'est un effet indésirable, ça n'est pas un double effet. Mais il n'empêche, je crois que ça reste dans notre cerveau, soit pour nous inciter à un excès de prudence, soit parce qu'on a été trop agressif dans le traitement que l'on a pu donner. Donc, peur des effets indésirables, voulus ou non, conscientes ou inconscientes. Et puis, manque de confiance face aux patients et défiance mutuelle, parce que finalement, douleur et souffrance sont différentes, et leur évaluation qui est essentielle est peu ou mal enseignée. Et dans le monde de la réanimation, par exemple, l'évaluation de la douleur est compliquée, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de discussion avec la personne. Et à partir du moment où on commence à s'engager dans le diagnostic, l'analyse et l'étude de la douleur, eh ben, on peut aller très vite vers l'analyse de la souffrance. Et la souffrance est encore plus difficile parce que ça a un impact subjectif encore plus important. Et finalement, ce qui peut être enseigné, c'est la prise en compte des valeurs de l'autre, parce que différentes intensités de perception de la souffrance en fonction des différentes personnes. Et finalement, c'est la discussion, la recherche, l'interaction avec les membres de la famille, de l'équipe soignante, sont essentielles pour améliorer nos aptitudes à détecter la souffrance et donc pouvoir la traiter. On a beaucoup avancé sur les droits des malades, avec les principales avancées de la loi Kouchner, que ce soit en termes de dossier médical, de consentement, d'indemnisation et autres. Et peut-être que la vraie avancée qui nous manque, c'est des relations matures, adultes, entre soignants et soignés, pour arriver à une forme réelle de co-décision. Le médecin doit faire confiance à son patient et le patient doit faire confiance à son médecin. Parce que lorsque je ne sais pas être un autre, lorsqu'on a des maladies de l'empathie, parce qu'on a des soucis, eh ben, on ne va pas pouvoir soigner le malade de façon habituelle. Certains disent que vis-à-vis des patients souffrant de douleurs chroniques, on observe un manque d'empathie chronique de la part des médecins. Parce que j'essaie de me protéger par une coque protectrice, une gangue un peu dure, un peu méchante, qui me met à distance du patient.
Ce que donne ce petit cartoon, je suis en totale empathie avec vous. D'ailleurs, je vais prendre un peu de morphine pour moi aussi, parce que ça ne va pas, quoi. Et cette tension et ce manque d'empathie, un des éléments qui est assez surprenant, c'est que c'est noté par le grand public, et c'est noté de manière relativement bénéfique. Le Figaro. Les médecins endurcis à la douleur. Une étude montre que les praticiens ont appris à gérer leurs émotions pour garder la maîtrise de la situation. L'étude est une étude d'IRM fonctionnelle où on demande à des personnes de regarder des images plaisantes. On voit une image d'un beau coucher de soleil, d'un grand sourire, d'un enfant qui tète sa mère, etc. Et la personne qui regarde ces images plaisantes a une zone en haut à droite dans son cerveau qui s'éclaire dans la zone du plaisir. Et puis après, on montre des photos déplaisantes. On voit un enfant qui pleure, un enfant qui est visiblement extrêmement amaigri, qui est terrible et autres. Et donc, on a une autre image en bas à gauche, complètement différente, dans la zone de déplaisir qui s'active. Enfin, qui s'active. Ça, c'est des IRM fonctionnels, c'est chez les sujets normaux. Chez les soignants, la zone du plaisir face à une image plaisante s'allume bien, mais la zone du déplaisir face à une image déplaisante ne s'allume plus. Parce que les soignants sont devenus des handicapés de l'émotion, incapables de pouvoir faire preuve d'empathie. Et donc, ces médecins, et de manière intéressante, les étudiants en médecine avaient des résultats qui étaient intermédiaires entre les sujets normaux et les médecins qui étaient handicapés des émotions. Commentaire du journaliste face à ces éléments-là, ben voilà, on pourrait croire que les médecins sont des êtres totalement insensibles, eux qui, confrontés à la maladie, à la souffrance, à la douleur et parfois à la mort, gardent leur sang-froid. Des chercheurs viennent de se pencher sur la manière dont les médecins ressentent la douleur de leurs patients. En réalité, ces travaux montrent que les praticiens ont appris à gérer leurs émotions au fil des années et que cela est devenu un automatisme. Vachement bien, quoi. Je suis devenu un humain, c'est très bien. Ça permet d'éviter d'avoir une implication trop forte, émotionnelle, trop chargée par rapport aux patients. C'est fou quand même. Et quand on voit auprès des étudiants en médecine et qu'on voit le phénomène, comment est-ce qu'ils réagissent face à une douleur, eh bien de savoir quelles sont les caractéristiques de la douleur, son intensité, sa localisation, etc. En général, ils font très très bien, ils répondent bon à 95%, mais dès lors qu'il faut attaquer les éléments plus subjectifs, qu'est-ce que ça veut dire pour le patient? Est-ce que ça entraîne des dépressions, des troubles du sommeil, comme ça va? À ce moment-là, on voit que cette question est absolument pas remplie par ces étudiants en médecine. Donc, il faut qu'on puisse les enseigner. Il y a également une distinction entre les étudiants en première année et les étudiants en dernière année. Et on s'est rendu compte de manière assez intéressante que les étudiants en dernière année de médecine étaient significativement plus anxieux à voir un patient souffrant de douleurs chroniques par rapport aux étudiants en médecine en première année. Comme si en première année, eh ben, ils ont encore tout le zèle du jeune étudiant. Ils disent, ben voilà, je vais pouvoir soigner la personne, alors qu'en dernière année, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile et que là encore, comme je ne vais pas arriver, ben, il faut que je mette une distance et une bagarre par rapport à moi-même. Alors c'est vrai que ces douleurs sont extrêmement difficiles, ça pique, ça brûle, ça hurle, etc. Et qu'en même temps, on a assisté, venant des États-Unis, à une épidémie complète d'overdose depuis 25 ans. Si on voit le nombre de morts par overdose, depuis 25 ans, 93-95, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, c'est l'arrivée des nouveaux médicaments opioïdes analgésiques avec des nouvelles formes d'administration, qui actuellement, aux États-Unis, font plus d'overdose que l'héroïne et la cocaïne ensemble. Il y a plus d'overdoses liées aux morphiniques prescrits sur ordonnance que l'héroïne et la cocaïne, avec une modification de l'épidémiologie générale de ces éléments-là, qui sont maintenant pas uniquement dans les centres urbains, mais dans toute l'Amérique, dans les centres ruraux et autres. Avec un véritable problème de santé publique sur les USA. On considère que 15 à 20% des consultations aux États-Unis impliquent une prescription de morphinique et que l'abus de morphinique maintenant est la deuxième cause de mort accidentelle juste après l'accident de voiture. On tombe dans une épidémie post-excès d'opioïdes terrible.
Et cette épidémie d'excès d'opioïdes risque d'impacter tout en rediminuant encore plus le nombre de prescriptions. Quand on regarde la consommation mondiale de morphinique dans le monde, 56% USA, 28% Europe, le reste Canada, etc. Ce qui fait que 90% des morphiniques dans le monde sont utilisés dans des pays développés. Quand on regarde aux États-Unis, quelles sont les indications des morphiniques, on considère aux USA que 80% des morphiniques qui sont prescrits aux USA ne devraient pas l'être. Donc on a le paradoxe d'avoir une prescription massive dans le monde développé de morphinique pour des indications qui n'ont pas lieu d'être, alors que tout le reste du monde, finalement, n'utilise pas les morphiniques. Alors que le non-traitement de la douleur viole les principes éthiques les plus élémentaires. L'Organisation mondiale de la santé a essayé de faire une action en faveur de ce traitement de la douleur. Ils ont mesuré de manière assez intéressante la consommation de morphine par habitant et par an. C'est-à-dire qu'ils ont pris la consommation totale de morphine dans un pays, divisée par le nombre d'habitants. Le numéro 1, c'est l'Autriche. Et en Autriche, il y a 115 mg de morphine par habitant et par an. Ça ne veut pas dire que tous les Autrichiens consomment 115 mg de morphine. Ça veut dire que parmi ceux qui consomment, finalement, on arrive à cette dimension-là. Autriche 115, Canada 64, USA 48, on a vu qu'ils prescrivaient beaucoup. En France, on est à 40, on était à 20 avant le plan Kouchner contre la douleur, le reste c'est 40. Et chacun des petits histogrammes, c'est un pays. Italie, 5 mg par habitant et par an, peut-être en raison de connotations ou de possibilités d'implication religieuse. Japon, 4 mg par habitant et par an, peut-être par des éléments culturels. Et tout le reste du monde n'existe pas. Le reste du monde n'existe pas. Et ça, c'est une injustice terrible. On peut comprendre que dans un pays pauvre en Afrique, il n'y a pas la radiothérapie ou l'Avastin ou la chimiothérapie très extensive pour pouvoir traiter tel ou tel cancer. Mais la morphine, ça coûte 15 centimes. Ça n'est pas normal qu'en Afrique, on ne puisse pas avoir un traitement efficace de cette douleur. C'est pour ça qu'il y a eu cette déclaration de Montréal sur la Société internationale d'études de traitement de la douleur en 2010 et qui déclare que l'accès au traitement de la douleur est un nouveau droit de l'homme fondamental. Et cette déclaration de Montréal a dit finalement que tous les humains dans le monde devraient avoir un accès au traitement de la douleur. Là encore, c'est un peu comme la Constitution américaine. La Constitution américaine, elle garantit la vie, la liberté et le droit au bonheur. Bon, elle ne garantit pas le bonheur, elle garantit le droit au bonheur. Là, on ne garantit pas le traitement antalgique. On considère que l'accès au traitement de la douleur devrait être un droit de l'homme fondamental. L'accès au traitement, la douleur devrait être mesurée comme le 5e signe vital essentiel dans tous les hôpitaux, comme le pouls, la tension, la fréquence cardiaque, la température. Il faudrait avoir des méthodes de prise en charge effective de la douleur avec des médicaments qui sont appropriés, avec une équipe interdisciplinaire, etc. Exactement comme ce que l'on a pu avoir avec le plan douleur. Des choses qui sont relativement simples, mais qui sont pourtant absolument essentielles. Et en même temps, il y avait aussi cette affaire, vous vous rappelez, depuis 93-95, de débordement américain avec une consommation morphinique énorme. Et donc, de nombreuses institutions ont fini par signer ce qu'ils appelaient le Morphine Manifesto, le manifeste en faveur de la morphine, et en disant que finalement, ils déclarent que le déni d'un traitement adéquat de la douleur, finalement, est une violation des droits humains, mais qui déclarent aussi que la disponibilité quasi exclusive de formes de morphine à libération prolongée extrêmement chère ou injectable diminue, limite l'accès à de la morphine base orale simple pour des pays pauvres. Et donc, il demande au gouvernement, à l'industrie pharmaceutique et aux organisations intergouvernementales de santé de garantir l'accessibilité à de la morphine orale chez les patients qui en ont vraiment besoin. Quand on regarde la consommation de morphine par habitant en Europe, avec France qui était à 40, quand on regarde les mêmes chiffres avec l'Afrique, l'échelle a notamment changé parce que le premier, c'est 3 mg. C'est 3 mg de morphine. Ça veut dire que l'ensemble des pays, finalement, la majorité des humains n'ont pas accès à un traitement antalgique. Et on a une véritable histoire politique parce que l'on a une demande qui est artificiellement basse avec très peu de médecins qui prescrivent la morphine. La demande pour la morphine est perçue comme
comme artificiellement basse. On considère ainsi que, d'après Human Rights Watch, c'est intéressant de voir qu'on passe d'une organisation internationale qui n'est plus de l'OMS de la santé, qui est Human Rights Watch, c'est vraiment la maîtrise ou la surveillance des droits humains. On considère que la consommation de morphine en Égypte, ça peut remplir uniquement 3% des besoins de ce pays. Philippines, 8%, Sénégal, 0,6%. Donc on a une demande qui est artificiellement basse. Et le problème, ceux qui sont responsables des politiques publiques pensent que la morphine va entraîner une addiction ou qu'elle va être divertie vers un commerce illicite. C'est faux, bien sûr, parce que la dépendance physique sur une drogue n'est absolument pas le cas quand c'est donné en termes médicaux. Et il y avait aussi un appel pour dire finalement que la fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds global pour le sida, la tuberculose, le paludisme, Médecins sans frontières et Oxfam n'ont absolument aucune initiative spécifique en faveur des morphiniques. Et c'est un plaidoyer pour pouvoir aller dans ce type d'éléments-là. Mais récemment ainsi, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que 5,5 millions de personnes en phase de cancer terminal, 1 million de personnes en sida terminal et 800 000 personnes avec des accidents sévères n'avaient absolument aucun soulagement de la douleur qu'ils pouvaient avoir. On a des prévalences d'idées reçues qui sont inadéquates sur les opiacés. On a un manque de formation et d'apprentissage des modes modernes de prise en charge de la douleur, une dissémination des politiques restrictives nationales de contrôle, et donc un cercle vicieux de faible demande et restriction d'offres dentalgiques majeures. Et pourtant, il y a des éléments qui sont assez simples. Ça, c'est comment pouvoir donner de la morphine orale en Ouganda avec simplement un code couleur. Il y a 3 types de couleurs avec jaune, vert, rouge. C'est-à-dire que le préparateur en pharmacie va pouvoir donner de la morphine orale dans une petite bouteille d'eau. Ça permet d'éviter que le marché, qu'il y ait du trafic et qu'il soit diverti pour des éléments mafieux par rapport à cet élément-là. Et le patient qui vient à l'hôpital ou dans l'hôpital de Brousse pour pouvoir recevoir sa morphine. On comprend bien que la médecine palliative, le traitement de la médecine palliative, le traitement de la douleur, c'est effectivement un droit humain. L'échelle est assez simple. Quand c'est vert, eh ben c'est bien, c'est ce qu'il faudrait être. Quand c'est orange, on a des limitations à la prescription de morphine et aux soins palliatifs. Et plus c'est foncé, à ce moment-là, ça devient absolument impossible. Enfin, on se rend compte que là, on a une inégalité criante qui est absolument impossible. Et pourtant, ça ne coûte rien. La morphine, ça coûte 15 centimes, ça ne coûte rien. Il y a tous les moyens pour pouvoir donner ce médicament sans qu'il puisse être perverti dans des éléments d'addiction. Une note d'espoir, qui est le passage de l'administration américaine Bush à l'administration Obama. Parce qu'effectivement, à partir du moment où l'accès au traitement de la douleur est considéré comme un droit de l'homme fondamental, le corollaire numéro 1 direct est qu'on ne peut plus torturer. On ne peut plus torturer. Alors Dick Cheney à Abu Ghraib disait qu'il n'y avait pas de torture à Guantanamo. C'était enhanced interrogation. C'était une interrogation poussée. Il n'empêche, même si c'est hypocrite, à partir du moment où l'accès au traitement de la douleur est un nouveau droit de l'homme fondamental, la torture elle-même est impossible. Et ça, c'est un élément, je trouve, qui est suffisamment digne d'intérêt pour être mentionné. C'est ma dernière diapositive. On comprend donc que l'accès au traitement de la douleur est un nouveau droit de l'homme. C'est une question mondiale qui impacte la science, l'éducation. Il y a un impact politique tout à fait net sur Human Rights Watch, sur la fondation Bill Gates, sur Médecins sans frontières et autres. Il faut pouvoir relier les principes et les pratiques et montrer qu'on peut avoir tout à fait un traitement efficace sans que le médicament puisse être perverti de manière récréative. C'est un devoir des soignants et des États de répondre à ce nouveau droit des patients qui impacte à la fois autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice, une simple équité immense et toute bête des patients. Merci beaucoup de votre attention.